Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal. De la Renaissance à Goethe, le monde et l'art se colorent. La fourmi dans la coquille, saison 2, épisode 14, couleurs et révolutions. Nous arrivons dans l'épisode d'aujourd'hui dans une période amplement étudiée et enseignée de l'histoire de l'art, et mon propos ici ne sera pas d'en faire une leçon colorée. Je vous laisse, si ça vous intéresse, mener vos propres recherches et laisser libre cours à votre curiosité via d'autres sources en partant des quelques noms d'artistes et de mouvements que je vais semer par-ci par-là. Ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est le développement important de la couleur du XVIe siècle à nos jours, alors que les palettes s'agrandissent, que les techniques s'améliorent et que le monde se colore. Au cours du XVIe siècle, en pleine Renaissance et au début de l'époque moderne, les rois de France, François Ier et Henri IV, promeuvent pas moins de 11 édits somptuaires. Je vous ai parlé des lois somptuaires dans un épisode précédent, qui sont les lois qui imposent les codes vestimentaires en fonction des classes sociales ou des origines, des ethnies, etc. etc. Et donc au XVIe siècle, François Ier et Henri IV promeuvent 11 de ces lois somptuaires pour régir notamment les habitudes vestimentaires du tiers-état dans une vaine tentative de limiter l'étalage de richesse des bourgeois. On voit arriver la révolution tout doucement. Broderies, dentelles, ornements en or ou en argent sont prohibés. Le velours est aussi interdit aux laboureurs et autres gens de basse condition. Ça embête beaucoup Montaigne, pour qui ces lois, je cite, « essaient de régler les folles et vaines dépenses des tables et vêtements, mais semblent être contraires à leur fin. » En effet, au lieu d'être respectés par les bourgeois de Paris, ceux-ci préfèrent payer des amendes, parce que du coup ça renchérit la valeur, bah oui, parce qu'il faut payer les vêtements chers et l'amende. Donc on étale un peu plus sa richesse, financière autant que symbolique. Comme le dit Montaigne, augmenter l'honneur et le prix est une bien inepte façon pour en dégoûter les hommes. Pendant ce temps-là, en Italie, après les juifs et les personnes de basse condition, une autre grande catégorie de la population, assez souvent maltraitée, subit aussi d'autres lois somptuaires. Je parle des femmes. Suivant la ville et la région, mais aussi leur âge et leur statut social, qu'elles soient jeunes, non mariées, veuves, femmes de cavaliers, les règles varient. Certaines règles visent en particulier à distinguer les prostituées des femmes respectables en leur imposant le port d'un voile ou d'un tissu qui sera jaune à Bologne, comme pour les juifs et les traîtres. C'est aussi l'époque où commence à être prohibé le port de vêtements jugés masculins par les femmes, tels que le béret ou le chaperon. Et oui, on arrive dans la période moderne. Rien de tel dans la modernité que de remettre les femmes à leur place. Dans cette société où les nobles privilégiés tentent à tout prix de conserver leurs acquis face à la montée en richesse et en puissance du corps productif de la société, les couleurs vives s'opposent aux gris tristes et ennuyeux. On se répand sur la tête des cendres en signe de deuil et la grisaille est associée à la pauvreté. On appellera d'ailleurs les jeunes ouvrières les grisettes du XVIIe au XIXe siècle. C'est en fait une période qui voit une nette amélioration de la production des couleurs vives en teinture comme en peinture et elles deviennent ces couleurs facilement et rapidement populaires. La peinture à l'huile, perfectionnée à la fin du Moyen-Âge, notamment par le peintre flamand Jan van Eyck, se répand et permet l'avènement de la toile tendue comme support, alors que jusque-là, on peignait sur des panneaux de bois. Et cette toile permet, par sa légèreté, la création de plus grandes œuvres. Cette nouvelle peinture à l'huile, plus durable et plus pérenne, c'est celle des trois grands maîtres du XVIe siècle, c'est-à-dire Raphaël, Michel-Ange et De Vinci.
Suivra à ça la peinture baroque de Rubens ou du Caravage, par exemple, qui utilise particulièrement les couleurs qu'on dit chaudes aujourd'hui, les rouges, les jaunes, les oranges et les noirs profonds, ainsi que des jeux de lumière et d'ombre, un usage important du clair-obscur. Les corps, les gestes et les drapés forment des courbes à l'organisation chargée et complexe, des effets qu'on retrouve aussi dans le maniérisme de la même époque, notamment celui du Gréco. Si vous voulez voir des images de ce dont je parle, je vous invite à visiter lafourmi.media pour des exemples de ce que je raconte ici. Le Gréco fait par contre un usage beaucoup plus diversifié de la couleur que les autres, en n'hésitant pas à faire contraster la vivacité et la saturation avec des noirs et du brun foncé dans un style qui lui est vraiment propre. À la même période, c'est la peinture classique en France notamment, en particulier Nicolas Poussin, qui s'oppose à ces mouvements en cherchant un retour à la raison, à l'ordre, à l'équilibre et à la perfection des artistes de l'Antiquité. La composition classique doit être, sinon symétrique, parfaitement équilibrée, tout comme l'usage des couleurs qui équilibrent les teintes dites primaires en peinture, les plus vives, celles qui permettent de refabriquer toutes les autres, le rouge, le bleu et le jaune. C'est donc une période haute en couleurs parce que les techniques évoluent et qu'on en fait usage de plein de manières différentes mais toujours très colorées. Et en particulier au XVIIIe siècle, on voit aussi l'apparition des sciences modernes, et comme on l'a vu dans un épisode au début de la saison, c'est aussi l'apparition de l'étude de la couleur en tant que telle. Et on essaie même de l'associer à la musique, à une période où les clavecins sont ornés de nombreuses couleurs vives. Athanasius Kircher, un prêtre jésuite allemand, étudie aussi bien l'optique que l'acoustique et il fait l'analogie entre la propagation de la lumière et du son, alors que Newton, quelques années plus tard, au début du XVIIIe siècle, lui propose une correspondance entre les 7 couleurs qu'il liste dans l'arc-en-ciel et les 7 notes de la gamme musicale. Violet pour le ré, pourpre pour le mi, bleu pour le fa, vert pour le sol, jaune pour le la, orange pour le si et rouge pour ut ou do. De son côté, un autre jésuite, mathématicien, physicien et journaliste français, Louis-Bertrand Castel, qui connaît bien les théories de Kircher, mais aussi celles de Jean-Philippe Rameau, le compositeur français, à propos de l'harmonie. Donc ce Louis-Bertrand Castel publie Clavecin pour les yeux avec l'art de peindre les sons, et toutes sortes de pièces de musique où il imagine un clavecin oculaire retranscrivant à la fois les sons et les couleurs qui rapprochent la peinture et la musique. Il va jusqu'à publier l'optique des couleurs, mais il réussira jamais à construire son clavecin oculaire, ce qui provoquera les moqueries de Voltaire dans une lettre qu'il écrira à Rousseau. C'est donc une période d'études scientifiques de la couleur et, contrairement à ce que j'ai moi-même pu laisser croire lorsque je vous ai accompagné dans l'histoire de l'étude de la lumière par les sciences, la compréhension de la couleur n'a pas suivi un chemin simple et direct du tout. Et parallèlement aux découvertes et théories de Descartes, Newton, Thomas Young et leurs successeurs dont j'ai parlé, les théories qui sont complètement gourées et ont terminé dans des impasses sont assez nombreuses, et c'est le cas des théories de Goethe dans ses contributions d'optique en 1791, puis son traité des couleurs en 1810. Goethe attaque Newton dès l'avant-propos en comparant la théorie de Newton à une bâtisse ancienne que son architecte élabora dans la précipitation et dont les ajouts postérieurs forment un réseau de couloirs et de vestibules incohérents. Goethe cherche en fait un caractère spirituel dans la lumière et refuse toute explication de la nature qui ne soit que mathématique. Goethe est un poète. Il cherche l'unité des connaissances sans démarcation nette entre la nature matérielle et ontologique des choses qu'explorent les sciences naturelles et physiques et leur manifestation en tant que phénomène spirituel, en tant que qualia dans la conscience. Et dans un certain sens, je pense qu'on peut considérer qu'il n'a pas tout à fait tort avec la connaissance que nous avons maintenant de la subjectivité, du rôle de l'esprit dans l'émergence du phénomène coloré. Et si l'approche de Goethe aujourd'hui elle semble peu scientifique, il nous rappelle quand même la possibilité, voire même l'importance, de garder aussi une vision poétique du monde. Si d'ailleurs sa théorie s'oppose frontalement à celle de Newton à l'époque, l'analyse psychologique de la couleur telle qu'on l'a fait aujourd'hui est plus facile à rapprocher des théories de Goethe, et en réalité, aucune des deux, ni Newton ni Goethe, n'est plus proche de la réalité et des théories modernes telles qu'elles ont été progressivement développées au XIXe et XXe siècle.
Selon Goethe, l'ombre n'est pas juste l'absence de lumière. C'est un objet réel et tangible. L'ombre existe, ce n'est pas juste une absence. La couleur, elle résulte alors du mélange de la lumière et de l'obscurité de cette matière ombrée. Il lui est d'ailleurs insupportable à Goethe de considérer, comme le fait Newton, que la lumière blanche, qui est un symbole de pureté et de vérité par excellence, puisse être issue d'un mélange de couleurs. En partant de la perception humaine et de l'expérience de la peinture, Goethe relève cependant des insuffisances bien réelles dans la théorie de Newton et il construit un système de couleurs qui n'est pas vraiment assimilable à une théorie scientifique mais qui décrit une manière de les reproduire. Il ajoute à la représentation par le cercle chromatique, qui est déjà bien développé et admis à l'époque, un triangle chromatique qui représente 3 couleurs primaires qui naissent du mélange de la lumière et de l'ombre. Au plus proche de la lumière se trouve le jaune, tandis que le bleu est au plus proche de l'ombre. Goethe constate aussi que le pourpre n'existe pas dans l'arc-en-ciel, et il considère qu'il est la fusion des deux côtés de cette image prismatique, rouge et violet, ce qui correspond effectivement à la manière dont le cerveau interprète les mélanges de rayons lumineux qui correspondent à ces longueurs d'onde. Il a été assez visionnaire pour le coup là-dessus. Le jaune, le bleu et le pourpre deviennent alors ces couleurs primaires dont le mélange donne les autres teintes. Bleu et jaune donnent le vert, bleu et pourpre le violet, et enfin jaune et pourpre donnent le rouge ou l'orange. Goethe présente alors toutes ces couleurs dans un triangle, qui est lui-même formé d'un agencement de 9 plus petits triangles équilatéraux, dont les primaires constituent les sommets, où vert, violet et orange forment les couleurs secondaires, auxquelles Goethe ajoute 3 autres couleurs, une espèce de vert-bleu violacé, de vert-jaune orangé, d'orange pourpre violacé. Si vous voulez voir ce triangle de Goethe, vous pouvez évidemment voir ça sur le site du podcast lafourmi.media. Cette interprétation des 3 couleurs, bleu, jaune et pourpre, comme primordiale et primaire, est encore très présente dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, alors qu'on sait bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de teinte primordiale physiquement parlant, mais bien un continuum de longueur d'onde. La définition de la notion de couleur primaire dépend en fait du choix d'un système de reproduction artificielle des couleurs, qu'on soit peinture, impression numérique ou affichage sur un écran numérique, même le nombre de primaires pour chaque système peut varier. Les couleurs primaires sont celles qui permettent de reproduire toutes les autres dans un système donné, et s'il est possible, sans être nécessaire, d'utiliser le système proposé par Goethe en peinture, l'impression numérique utilise plutôt le cyan, magenta et jaune en y ajoutant du noir pour assombrir correctement les tons les plus foncés, et les affichages lumineux numériques utilisent une variation de rouge, vert et bleu qui elle-même peut varier selon les spécifications du matériel, ce qu'on appelle l'espace colorimétrique. Mais ça, c'est pour le sujet d'un épisode un peu plus technique, plus tard, du podcast. En insistant sur la perception et en prenant de la distance avec l'aspect physique de la couleur, le traité de Goethe s'inscrit plutôt dans la tradition philosophique. Et son interprétation, elle est plutôt à lire de manière symbolique. Il associe d'ailleurs aux couleurs différents caractères qui procèdent toujours d'une opposition à la manière des couleurs qu'on dit complémentaires, celles qui contrastent le plus, celles qui sont diamétralement opposées dans le cercle chromatique. En fait, ce sont les couleurs qui, une fois mélangées, se réduisent dans notre perception à une gamme allant du blanc au noir en passant par les gris, sans teinte précise. Le jaune, qui, comme on l'a mentionné, se situe plutôt du côté de la lumière pour Goethe, est associé à l'activité, à la clarté, à la force ou la chaleur, tandis que Goethe associe le bleu à la passivité, aux ténèbres, à la faiblesse ou au froid. Je vous invite encore une fois à aller sur le site internet du podcast lafourmi.media pour voir sur l'article associé à cet épisode les 2 peintures de Turner qui s'intitulent Lumière et couleur et ombre et obscurité, peintes respectivement en 1843 et 1848, où Turner s'inspire de la théorie de Goethe. Pour l'anecdote, le titre complet de Lumière et couleur de la toile est en réalité Lumière et couleur, entre parenthèses, la théorie de Goethe, virgule, le matin après le déluge, Moïse écrivant le livre de la Genèse. Dans cette toile abstraite, Turner utilise des pigments colorés pour représenter les éléments physiques dans une espèce de tourbillon où le jaune se mêle à la lumière blanche. Cette toile répond à son pendant ombre et obscurité le soir du déluge, dont la composition est semblable, mais où on distingue un cortège d'animaux sous le ciel menaçant dans des tons moins saturés en couleurs, mais contrastés en lumière.
Plus tard, au XXe siècle, les enseignants du Bauhaus reprendront les réflexions du traité de Goethe pour développer leur doctrine colorée, alors qu'il est un peu plus ignoré en France où il n'a été partiellement traduit qu'en 1973. Le Bauhaus dont je parle ici est une école d'architecture et d'art appliqué fondée en 1919 à Weimar par Walter Gropius. Bauhaus désigne aussi par extension un courant artistique donc qui s'étend de l'architecture au design, à la photographie, au costume, à la danse. L'école a été dissoute suite aux pressions des nazis en 1933 qui le considèrent comme enseignant un art dégénéré. Parmi les nombreux artistes d'avant-garde qui y ont adhéré, on peut par exemple citer Vassili Kandinsky ou Paul Klee. On avance dans les prochains épisodes justement vers le XXe siècle, mais par un prochain épisode d'abord sur le XIXe siècle, qui est un siècle très actif dans les sciences, l'économie, la politique, les révolutions, et donc par conséquence bien évidemment aussi dans les couleurs. Puisque vous êtes encore là à m'écouter, j'imagine que ce podcast vous plaît et je me permets donc de vous rappeler que si vous vous rendez sur lafourmi.media, vous pouvez faire un petit don ponctuel ou régulier pour soutenir cet énorme travail que je fais à peu près gratuitement pour l'instant. Sans pub, sans sponsoring, sans affiliation aucune, en totale indépendance pour le plaisir de l'art, de l'enseignement, du partage des connaissances, de la sérendipité que j'essaye de favoriser chez vous tous. Quoi qu'il en soit, je suis très heureux que vous soyez là à m'écouter, je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt, toujours en couleur. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Merci à Anna Alcé pour son travail de relecture et à mon ami Wassaru pour sa musique. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don et nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la lettre d'information du podcast. Man, the more I hear about this, it just gets crazier and crazier.